Bon, on va commencer les sorties. Ils nous rejoindront en cours de route. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ce dernier webinaire, dans notre série de 3 webinaires, aujourd'hui, on va parler de la logique en silo à l'écosystème intégré avec utilisateur autonome. Donc, un titre déjà ambitieux. Comment on va faire ce matin ou ce midi? On va faire un petit intro recap sur le parcours qu'on a évoqué pendant ces 3 webinaires. On va parler rapidement de la révolution des interfaces, l'impact des outils du marché aujourd'hui. On va aller un peu plus sur le sujet comment je fais pour passer du graphe à l'agent. Et on va terminer un petit peu plus sur notre vision par la suite pour aller d'une organisation de silo à un écosystème beaucoup plus fluide. Et on va essayer de laisser un petit peu de temps à la fin pour vos questions. Donc, petit recap, je pense que vous êtes nombreux à avoir assisté à d'autres webinaires, mais on va quand même faire un petit résumé de ce qu'on a essayé de mettre en avant pendant ces webinaires. Donc, c'est vraiment notre méthodologie assistée par l'IA qui peut être utilisée dans des projets IT au sens large. Donc, le premier webinaire, on avait parlé beaucoup de la partie en amont. Comment est-ce qu'on peut mettre en place le graphe de connaissances, qui est quand même la première étape pour nous sur la mise en place des usines assistées par l'IA. Je te coupe parce que nous, c'est par rapport à notre expérience et qu'on sait très bien qu'une IA ne répondra correctement que si jamais elle a la bonne donnée. Il n'y a pas de secret. Donc, c'est pour ça que la première partie sur le graphe de connaissances, ça fait un webinaire en entier, presque. C'est parce que par rapport à la demande de nos clients actuels, c'est j'ai de l'existant, comment l'IA peut bien fonctionner avec moi. Et là où on s'est rendu compte dans les devs que si jamais on ne réussissait pas à abstraire l'essentiel, le graphe de connaissances de l'existant, ça ne peut pas fonctionner. Donc après, on a assisté un peu plus sur l'usage des assistants en conseil qui sont là pour participer à la partie création de tickets, validation de tickets, des échanges qu'il peut avoir entre quelqu'un côté métier et les outils IA pour affiner et sortir le ticket parfait. Après, la semaine dernière, on a parlé un peu plus sur la partie phase de développement et on est rentré un peu plus sur comment je vais m'appuyer sur ces éléments de contexte que j'ai mis en place au sein de l'usine pour faire du dev. On a commencé à toucher un petit peu le sujet du test et la génération des tests automatiques après. Et on a évoqué ce sujet de validation inversée qu'on a amené avec notre méthodologie, qu'on pense à terme, qu'on soit en mesure de proposer des usines qui vont solliciter une validation fonctionnelle en premier et une validation technique après. Et ce sujet-là, on va revenir un petit peu dessus aujourd'hui dans ma conclusion. Aujourd'hui, on va essayer de reprendre donc la suite de la semaine dernière. On a parlé de la mise à jour automatique des tests et aller un peu plus loin pour voir quels sont les usages qu'on peut imaginer pour les assistants sur la partie test et documentation et d'aller un peu plus loin aussi sur la partie assistant utilisateur. Donc, qui peuvent être aussi des assistants pour faire de la formation, pour faire de l'assistance en permanence sur l'usage prévu d'une application en question. Donc, si on veut parler de la révolution des interfaces, vas-y. Parce que vos utilisateurs vont vous demander une évolution de vos logiciels. Au début, moi, comme je suis plus tout jeune, j'avais des interfaces où on faisait de la ligne de commande et on interagissait avec les PC comme ça. Puis est arrivée l'époque des interfaces où on fait du clic-bouton. On a des choix et la réalité, c'est que maintenant, à cause ou grâce ou avec la révolution de ChatGPT et de tous les LLM, les gens maintenant, ils posent une question, on peut leur parler
et ils obtiennent une réponse. En réalité, toutes les interfaces ne vont pas devenir communicantes. Ça, c'est sûr. Mais par contre, pourquoi? Parce que le fait d'avoir un schéma, on a beaucoup plus d'informations dans un schéma. Donc, les interfaces vont encore être là. Par contre, la révolution des interfaces, c'est le fait que demain, ça ne viendra plus à l'idée d'un utilisateur de devoir monter en compétence sur un outil. Il considérera qu'un outil a été créé pour son service et qu'avec cet outil, là où on venait mettre des docs, un assistant va être créé qui va lui permettre d'utiliser l'outil. Et il n'aura plus, la barrière d'entrée sera beaucoup plus faible. Et c'est ce que les gens ne voient pas encore tout à fait, mais il y a une vraie révolution dans les interfaces que vous allez devoir créer qui est en train d'arriver. Donc, c'est pour ça que le marché est en train d'évoluer et c'est pour ça que, par exemple, vous avez Comet. Comet, c'est l'outil de Perplexity qui aide les gens à naviguer sur leurs outils. Sauf que tous ces outils-là, pour l'instant, posent des vraies problématiques de sécurité. C'est-à-dire que sous prétexte d'aider l'utilisateur à naviguer, d'un seul coup, ils récupèrent toutes leurs informations, aussi bien de ce qu'ils voient, de leurs mots de passe et ainsi de suite. Et ça voudrait dire déléguer complètement l'assistance à des gens qui deviennent très intrusifs sur les données de l'utilisateur et vos données. Je pense que la voie est autre, et c'est ce que nous, on propose à nos clients, c'est de garder l'assistant et de créer nativement des agents qui vont pouvoir aider les utilisateurs sur leur logiciel. Donc, et c'est pour ça que nous, on a une vision très différente, c'est-à-dire que là où les assistants du marché proposent un assistant qui va analyser à chaque fois l'image, qui va regarder l'image, qui va essayer de deviner par un traitement d'intelligence artificielle parce qu'il sait qu'il y a un bouton, il a identifié un bouton et par rapport à la demande, peut-être qu'il faudrait passer à ça. Nous, on inverse la problématique. Comme ce sont vos logiciels, il suffit en réalité d'avoir le graphe et une fois qu'on a le graphe, une IA qui va répondre, si jamais elle a le graphe, elle va pouvoir répondre à toutes les questions et elle va avoir des actionneurs. Elle va pouvoir passer d'une page à une autre, elle va pouvoir aider vraiment l'utilisateur. Et c'est vraiment une philosophie un petit peu à l'aveugle, c'est-à-dire que différente que la philosophie qui est sur le marché ces temps-ci, qui est un petit peu je découvre à chaque fenêtre, alors que là, on a déjà tout enregistré, on connaît tout. Il y a un moment où il faut le faire pour relier tout le visuel au graphe, mais une fois que c'est fait, à partir de là, ce sera facile. Donc justement, on va partir sur notre première vidéo aujourd'hui, qui est un peu la suite de ce qu'on a vu en fin de webinaire la semaine dernière. Donc, on va partir d'un changement qui a été fait, donc un ticket dans ce cas-là, et on va pouvoir utiliser le graphe pour identifier des tests qui sont à mener suite à cette modification. Donc là, on a mis le numéro de ticket dans la partie à droite et à gauche, on voit s'afficher le chemin dans l'application qui a été impacté par ce changement. Donc, à partir de ces informations-là, on va pouvoir identifier les tests qui sont à faire et donc par la suite, la documentation à mettre à jour. C'est une des premières applications, c'est-à-dire que comme on a un graphe qui est à la fois technique, fonctionnel et d'interface, à partir de ce graphe, il est très facile pour nous de lancer des tests parce qu'on a exactement les clics aux bons endroits. Et c'est surtout que quand on change un bout de code, on identifie très rapidement quels sont les endroits où potentiellement il peut y avoir des différences. À partir de ce moment-là, le code a changé, le développeur clique pour vérifier que c'est bon, on enregistre dans l'arbre, on vérifie que c'est bon, on fait les changements et automatiquement, là, ce qu'on voit, c'est que la doc est mise à jour. Alors, elle est versionnée, mais elle est mise à jour. Ça nous permet de maintenir les tests et ça nous permet de maintenir la doc pour les utilisateurs. Mais
là, dans la prochaine vidéo, alors, c'est un… Voilà. Justement, après, on va vous montrer un peu plus comment on peut faire pour partir du graphe de savoir pour aller jusqu'à l'agent autonome par la suite. Donc, on l'a dit plusieurs fois, pour nous, la base, c'est vraiment d'avoir cette cartographie complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a identifié toutes les interfaces, tous les échanges qui existent, tous les flux utilisateurs et on les a notés et documentés, y compris les raccourcis qui peuvent exister, un usage un peu plus atypique. Toutes les possibilités sont bien documentées à l'intérieur de ce graphe de connaissances. Ça nous permet d'avoir une intelligence contextuelle. Ça veut dire que par la suite, l'agent autonome, il connaît tous les chemins possibles. Donc, il connaît les boutons, il comprend les workflows et donc, il est en mesure de exécuter tout ce qu'il faut parce qu'il a toute la logique métier derrière. Et ça nous permet de construire donc des agents qui sont autonomes parce qu'on leur a appris d'être, parce qu'ils ont une navigation exacte et précise des tâches qu'il faut faire. Et donc, c'est fluide et ça permet de vraiment comprendre les actions des utilisateurs et de les simuler dans les cas des textes et mettre à jour la documentation. Donc, justement, sur cette vidéo-là, vous allez voir comment on va pouvoir mettre à jour une graphe à partir des choses, parce qu'il faut le construire, mais après, il faut le maintenir à jour. C'est notre outil Scrapper, là. C'est l'outil, l'interface. En réalité, on est parti du code. On a fait la doc fonctionnelle. Là, ce qui se passe, c'est avec la doc fonctionnelle, l'IA va nous demander elle va partir d'une page. Et là, on a déjà quelques pages qui ont été faites. Et automatiquement, elle regarde par rapport à la doc fonctionnelle, comme elle a le fonctionnement de l'outil, elle sait où elle devrait cliquer. Là, ce qu'on est en train de montrer, c'est de l'automatisation. C'est-à-dire que on part d'un cahier des charges fonctionnelles et l'automate va directement, là, on avait vidé complètement la doc de Oxa Pocket. On met 3 branches alors qu'il y en a beaucoup plus. Et là, il va travailler. Il va aller regarder le code derrière. C'est ce qu'ils viennent de montrer parce que là, on a vu la fenêtre qui était lancée dans un conteneur. Et à partir de ce moment-là, il vient rajouter, vous allez voir au fur et à mesure, là, il a vu encore un autre, parce qu'il a bougé quelque chose, il a interagi, il a des actions. À partir de ces actions qu'il fait dans la fenêtre, il note tout. Et c'est l'IA qui réfléchit à chaque changement visuel et il a tout. C'est ce qu'on a vu, il récupère le code HTML, CSS, il récupère les visuels et grâce à tout ça, il va alimenter, on va voir le graphe qui au fur et à mesure, voilà, là ça a rajouté des éléments par rapport à tout à l'heure et c'est pas un développeur qui l'a fait, c'est automatiquement et petit à petit ce graphe se construit. C'est-à-dire que non, c'est pas des gens qui vont devoir prendre les imprimes écrans automatiquement pour construire le graphe. C'est un automate qui construit toute cette partie-là. Donc, en partant encore une fois du code, puis après de la doc fonctionnelle, puis après l'automate fait ça, puis ça donne la doc utilisateur. Là, nous, ça crée des vidéos, par exemple, pour expliquer comment on fait pour aller de telle partie à telle partie. Mais c'est surtout que là, ça va donner une doc hyper importante parce que là, c'est la machine qui va le faire. Elle va passer sur chaque fonctionnalité, sous-fonctionnalité. La doc va être beaucoup plus grosse, mais elle va aussi servir pour la machine. Et donc, c'est justement notre vision pour la suite. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intégration de l'IA dans nos processus et c'est quelque chose qui commence à se faire petit à petit. Mais si on se projette un peu plus loin à moyen terme, long terme, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment de manière complètement différente. Aujourd'hui, tous les projets, qu'ils soient en mode agile ou en soit cycle en V, on a toujours un fonctionnement un peu classique. On exprime un besoin, on fait du dev, on fait du test, on déploie. Et on a des utilisateurs qui attendent ces livraisons, qui peuvent être plus ou moins longues et qui vont donner des fonctionnalités qu'ils ont exprimées il y a un certain temps. Le DSI, il est vraiment dans un rôle de « je propose des logiciels à mes utilisateurs sur des cycles plutôt longs
Et la plupart des gens, ils ont quand même le sentiment qu'ils attendent trop longtemps et qu'il faut un certain temps pour mettre en place l'innovation et le proposer aux utilisateurs finaux. Aujourd'hui, on pense que d'ici peu, on va avoir un système qui est beaucoup plus fluide. On va pouvoir rendre les équipes métiers autonomes sur le fait de travailler leurs solutions, de réfléchir, de les tester, d'ajuster. Dans un premier temps, ils vont pouvoir faire ça eux-mêmes. Et donc, c'est ce qu'on évoque souvent quand on va parler de la validation inversée, que bientôt, on va pouvoir mettre à la disposition des équipes métiers des usines qui vont leur permettre de tester eux-mêmes dans leur propre milieu. On va pouvoir aussi proposer des assistants IA contextuels beaucoup plus détaillés aux utilisateurs finaux pour les aider dans leurs tâches de tous les jours, travailler sur les sujets de formation et participer à la montée en compétences. Du coup, le DSI, elle va prendre un autre rôle. Elle va être plus en train de proposer des écosystèmes d'IA natifs avec des agents qui vont proposer un service aux utilisateurs différents. Et on va pouvoir tendre vers une innovation qui va se faire en continu et d'une manière beaucoup plus collaborative avec les équipes métiers que ce qu'on peut vivre aujourd'hui. On se passe un peu la main au fur et à mesure qu'on avance. Donc, la dernière vidéo qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est justement comment on peut faire pour partir de ce graphe de connaissances vers des outils qu'on va proposer aux utilisateurs finaux. OK? Donc, l'exemple qu'on a fait aujourd'hui, c'est basé sur un outil open source, donc on a pris GitLab. Et justement, on va pouvoir vous montrer comment on peut construire ces agents autonomes. Je peux mettre un peu de. Ouais. Donc, l'exemple, c'est vraiment un exemple de démonstration. C'est on a pris le code GitLab qui est important. On en a extrait le fonctionnel. On l'a fait tourner dans nos outils de création de graphes d'interface. Et dans ce graphe, à partir de ce graphe, on sait exactement pour aller d'un endroit à un autre ce qu'il faut faire. Ça devient des services. On crée un assistant où on lui met un joli prompt. Tu vas écouter la demande d'un utilisateur, tu as tous ces services, tu as le graphe, tu peux passer de cet endroit à cet endroit. Il suffit juste que tu lises le graphe et que tu prennes les différents enchaînements des boutons ou des clics. Et à partir de ce moment-là, ça donne un assistant comme ça qui n'est pas en train de regarder la page et il ajuste, il regarde une partie de la page. Il a deux niveaux. On peut lui faire regarder juste le code HTML, CSS pour qu'il sache où il est. Et on peut aussi lui faire regarder les visuels. Mais par contre, c'est votre code. C'est à vous. C'est-à-dire que ce n'est pas envoyé ailleurs. Là, la démonstration, elle est faite avec notre petit LLM local. Enfin, c'est quand même, c'est le dernier petit truc d'NVIDIA. Comment ça s'appelle, la petite carte à 4 000 €. Et tout est en local. Donc, les questions, on lui pose et c'est comme, c'est une rallonge. C'est comme si jamais GitLab était à nous et qu'on avait créé cette rallonge en travaillant sur la création du graphe. Et donc, ça donne un assistant qui est capable de se déplacer, qui a des actions. Non seulement il peut répondre aux questions, parce que quelque part, il a le fonctionnel, il a accès à toutes les docs, mais en plus, il a des pouvoirs d'action. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que la marge d'entrée pour se servir d'un logiciel est complètement diminuée. Pour le service utilisateur, c'est très intéressant parce que le nombre de personnes, on a beau essayer de faire des interfaces les plus sympas possibles où on fait intervenir des gens pour dire oui, le clic, il va bien voir que ce bouton, il veut dire ça. Et là, il n'y a pas de il veut dire ça. Il s'exprime, il recherche quelque chose. À partir de ce moment-là, ce n'est pas un jeu de devinette. On n'est pas dans un escape game.
on a un assistant qui connaît tout par cœur et qui connaît le fonctionnement de l'outil. Et là, ça change tout. Et c'est là où moi, je parle de révolution des interfaces. C'est pas juste une conversation, c'est l'interface habituelle plus la connaissance de toute l'interface et du logiciel pour aider l'utilisateur. Et c'est fondamental. Et je pense qu'on va aller vers ça. Mais aller vers ça, si tu peux faire une petite pause. Donc là, pour que vous compreniez ce qui va se passer, là, on était dans GitLab et il montre un exemple où on a poussé une branche et donc le développeur a validé, a dit que le code était bon, a dit que les tests unitaires réalisés étaient bons et après, les tests sont lancés. Nous, on a des tests qui se lancent pour valider tout le fonctionnel autour, qu'on voyait. Et là, c'est ce qu'il va vous montrer, c'est-à-dire que là, l'utilisateur reprend la main parce que ça l'a amené où il voulait. Et là, il est dans la bonne page et il va regarder ses tests pour comprendre pourquoi il y a eu 10 choses qui ne sont pas passées, 10 tests qui ne sont pas passés. Et là, il est directement rebranché sur nos interfaces Oxagraph qui lui montrent exactement voilà, la différence, pourquoi à un moment il y a eu un problème. Et donc, il comprend que l'échec, en fin de compte, c'est parce qu'on n'a pas chargé la liste des assistants, c'est rien. C'est pas lié à son ticket, mais c'est qu'il y a eu un petit problème de connexion à un moment et il faut qu'il le relance, c'est tout. Au lieu d'avoir eu à tester à la main, cliquer, vérifier, puis avoir des gens qui regardent si jamais ça c'est bon ou pas bon visuellement, là, d'un seul coup, on passe dans des rôles de superviseur avec une vitesse d'exécution et une intégration qui est beaucoup plus intéressante. Pour essayer de résumer un peu cette vision-là, pour nous aujourd'hui, on a la possibilité d'aller vers une architecture qui est davantage autonome. Parce qu'il y a plusieurs choses qui en découlent. Hein. La première partie, c'est qu'on va pouvoir proposer des branches fonctionnelles, donc des espaces de tests dédiés par équipe métier. Des découpages qui correspondent plus à votre organisation. Mais l'objectif, c'est qu'ils vont pouvoir expérimenter sur les choses qu'ils souhaitent mettre en place et pouvoir valider leur solution en toute autonomie avant de finaliser et demander la mise en place technique définitive de cette solution-là. Donc, ça va permettre de proposer des services de manière beaucoup plus fluide que ce qu'on a aujourd'hui dans un environnement très classique. L'autre point, c'est la partie assistant IA contextuel. Donc, comme Faris l'a évoqué là, et on va pouvoir proposer des assistants qui ont une connaissance parfaite de l'application. Donc, ils seront en mesure de proposer un guide, de faire office d'un guide personnalisé, expliquer tout ce qu'il y a à faire sur l'application, sur des actions pour lesquelles l'utilisateur a oublié ou il ne fait pas souvent. C'est vraiment une navigation assistée qu'il va pouvoir proposer pour aider les utilisateurs. Si on était un peu marketing, on dirait que vos logiciels vont devenir agentiques nativement. Si jamais on avait suivi la présentation de l'IA, on aurait écrit ça. Mais le mot agentique, tout le monde le met à toutes les sauces, mais par contre, là, c'est vrai. C'est-à-dire que il a vraiment la réflexion de comprendre que c'est l'agent qui est votre hôte d'accueil et qui va regarder la doc, répondre à vos questions et pouvoir vous aider à circuler dans votre logiciel. Et ça, c'est l'agent par excellence. Donc, mais nativement, vous allez pouvoir avoir vos agents. Vous allez avoir un petit bouton point d'interrogation et d'un seul coup, vous avez votre chatbot qui s'ouvre et qui permet ça. Et ce qui va sans doute être le premier sujet traité par les DSI, c'est toute cette partie de synchronisation automatique entre le dev, les tests et la documentation. Ça a toujours été un gros sujet sur tous les projets. Mais là, grâce à la mise en place des usines et la mise à jour automatique, vous allez pouvoir rapidement vous retrouver dans la situation où le code, la documentation, les tests, ils sont tout alignés en permanence. Parce qu'on a fait la réalisation, on a mis à jour les tests, on a mis à jour le doc.
Donc, ça va permettre d'avoir une documentation complète à quasi zéro effort, hein, parce que c'est intégré dans les processus. Bien entendu, il va falloir prévoir une validation humaine et une relecture, mais il y a des choses qui vont se faire tout seul par l'usine. Ce qui permet d'avoir une cohérence à travers toute la partie applicative à tout instant. Ce point-là, il paraît anodin, mais il est vital. C'est-à-dire que si on récupère toute la connaissance qu'on partageait auprès de plein de petites équipes de développement et d'un seul coup, c'est clair, visible par tout le monde, on est d'accord sur ce qu'il y a d'écrit, on a fait valider. Hein, au niveau de la pérennité des projets, puis la possibilité de les faire évoluer, ça change tout. Et cette synchronisation automatique, elle est importante dans le fait que le système d'information devient beaucoup plus évolutif, plus rapidement et facilement. Donc, juste pour terminer, aujourd'hui, notre vision est qu'au fur et à mesure des transformations qui vont avoir lieu dans les DSI, on va aller vers quelque chose qui est beaucoup plus autonome et un peu plus souple. Côté système, aujourd'hui, rapidement, tous ceux qui sont en mesure de s'appuyer sur une usine assistée par l'IA vont, avec peu d'efforts manuels, pouvoir se retrouver avec une documentation, code, test, toutes ces phases-là synchronisées avec peu d'efforts. Côté métier, alors ça, aujourd'hui, c'est clair que c'est un changement de fonctionnement radical par rapport aux habitudes qu'on retrouve aujourd'hui au sein des DSI, mais on peut imaginer qu'on met à la disposition des équipes métiers des branches sur lesquelles ils vont pouvoir expérimenter leurs idées de dev avec une usine qui va être à leur disposition pour proposer des solutions. Ils vont pouvoir expérimenter avant de demander la mise en place technique définitive de leur solution. Toute cette partie-là, il va permettre à la partie innovation, donc justement de l'entreprise au sens large, va pouvoir proposer des services innovants beaucoup plus rapidement parce qu'on va avoir cette possibilité de s'entraîner, d'expérimenter, de s'organiser avec des groupes cibles avant de proposer des solutions aux utilisateurs finaux. Sur la partie expérience utilisateur, on en a pas mal parlé, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourra venir rapidement parce que à partir du moment que nous avons mis en place tous les éléments de contexte, on a nourri notre LLM avec les informations nécessaires, on sera en mesure de proposer des agents qui vont guider l'utilisateur, qui vont participer à sa formation, qui vont l'aider à monter en compétences et prendre en main une application d'une manière correcte et conforme à ce qui était attendu. Par rapport à la DSI en général, ça permet de changer un petit peu de rôle. Bien sûr, on va toujours proposer des logiciels, mais de plus en plus, on va proposer des écosystèmes avec des agents IA qui vont pouvoir proposer de la valeur ajoutée aux utilisateurs et une organisation différente. C'est vraiment l'objectif de notre méthodologie aujourd'hui, de anticiper, de préparer cette transformation avec l'arrivée des IA, des LLM au sein des entreprises. Est-ce que vous avez des questions? C'est tellement clair. Les questions, vous pouvez les poser soit dans le chat ou sinon Ouais, vous ouvrez le micro, il n'y a pas de problème. Un peu fouilleur. Est-ce que c'était clair? Parce que nous, on est tellement dedans que l'idée même de nos assistants, de nos agents, là, pour nous, c'est quelque chose ça fait tellement de temps qu'on travaille dessus que ça paraît naturel, mais est-ce que c'est quelque chose qui veut dire quelque chose pour vous? Parce que nous, ces retours, ils sont intéressants et importants aussi.
Oui, bonjour. Bonjour. Vous voulez dire quelque chose, Fred? On n'a pas Oui. entendu. Ah, pour moi, c'est clair. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ok. Là, oui. Ah Ok. bon. D'accord. Bon, bah, très bien. Parfait. Bah, si vous n'avez pas de questions, on va vous laisser aller manger. Surtout, par contre, si par la suite vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fera vraiment plaisir parce que c'est vrai que nous, on est à fond dedans. Et échanger avec. C'est bien de revenir à la réalité des gens qui font réellement. Donc, moi, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à m'appeler. Sur mon LinkedIn, il y a mon numéro de téléphone direct. Vous m'appelez, on discute ou on prend un rendez-vous et puis on vous montre plus de choses. Vraiment, ces webinaires, c'était vraiment l'idée de commencer à montrer des choses. Et puis nous, ça nous a forcé à les mettre un peu en forme pour les présenter. Parce que je pense que dans les années à venir, ça va être une révolution. Et que soit on, la vision de certains grands Américains comme Google, comme ChatGPT, tout ça, c'est nous, on va avoir des assistants et on va essayer de leur apprendre tout, dont les fonctionnalités des métiers de nos utilisateurs, mais pour nous, c'est très dangereux, je pense. Et parce que l'idée, c'est de garder son métier. Et garder son métier, c'est sa compétence, c'est son savoir. Et je pense que arriver à un niveau de satisfaction client qui va être naturel demain, c'est-à-dire le mode, j'ai plus une doc, on me file plus une doc, on me file un assistant pour m'aider à utiliser mes outils, ça va devenir une norme. Et soit les sociétés vont s'approprier ça, et c'est pas si compliqué que ça, elles peuvent le garder en interne, soit en réalité, ça va vite être absorbé, et c'est leur but, par des très gros. Et je pense que dans ces cas-là, il n'y a plus d'indépendance, et puis nos données et vos données, elles seront prises forcément. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bon appétit.